Je propose qu'on commence tranquillement et puis du coup, les personnes qui sont un petit peu en retard vont nous rejoindre. Donc merci beaucoup, je suis Florian Laboulet, responsable projet et développement au labo de l'ESS. Je suis très content de vous accueillir dans cette troisième projection débat de l'année. C'est un format que nous, on décline depuis maintenant un peu plus de 2 ans et qu'on continue parce qu'il a toujours un peu de succès, donc on est très content. Cette projection débat actuelle porte sur, vous l'aurez compris, sur la low-tech. Nous, c'est un sujet qu'on a intégré dans nos études en tant que think tank depuis à peu près un peu plus d'1 an, puisqu'on a réalisé une étude toute l'année 2021 en partenariat avec 6 territoires métropolitains, Bordeaux, Lille, Lyon, Paris, Poitiers et Strasbourg. L'objectif de cette étude était de voir comment on peut essayer de concrétiser une démarche low-tech à l'échelle d'un territoire urbain. Et donc, on est parti sur ces territoires. On vous présentera à la fin le lien vers l'étude. Je peux déjà vous le partager dans le chat. J'ai perdu l'accès au chat, je suis désolé. Je vais le faire. Oui, je veux bien, Marie. Je ne sais pas, c'est disparu pour moi. En tout cas, voilà, donc c'est une étude qu'on a menée en 1 an et donc dans le cadre de laquelle on a rencontré un peu plus de 70 initiatives sur les 6 territoires que j'ai cités. Et donc, lorsqu'on a vu l'éclosion low-tech, ce documentaire dans lequel on a été, enfin Marie Vernier, déléguée générale du labo, a été interviewée, on s'est dit qu'il fallait qu'on la projette dans le cadre de nos projections débat. Et donc, sans plus tarder, je vous propose directement de passer à la projection. Vous avez le lien de connexion qui s'affiche sur votre écran. Et donc, on se retrouve après cette projection qui dure un peu plus d'1h10, 1h15. On se retrouve après pour un débat avec 3 invités, le Low-Tech Lab, Oikos et le Poulpe, pour voir un petit peu plus concrètement comment on peut appréhender cette démarche low-tech, notamment en milieu urbain, mais pas que. Bonjour à tous. Donc, je vais surtout remercier nos 3 intervenants d'avoir accepté la lourde tâche de se connecter à cette heure tardive pour nous parler de low-tech et surtout nous parler de leurs initiatives. Donc, j'accueille Quentin Mathéouche, coordinateur d'enquête du Low-Tech Lab, Bonsoir. Stéphane Pagano, responsable pédagogique et de la formation chez Oikos, et Antoine Schmitt, coordinateur du Poulpe et de la Bricolette. 3 initiatives qu'on a eu la chance de rencontrer. Bonsoir à vous 3. Donc 3 initiatives qu'on a eu la chance de rencontrer, avec qui on a eu la chance d'échanger durant notre étude sur les métropoles low-tech et solidaires qu'on a menée l'année dernière et qui nous semblait tout à fait pertinente d'inviter ce soir pour compléter, on va dire, la richesse des initiatives qui sont montrées dans le documentaire, qui j'espère vous a plu. Et je vais commencer par Quentin. Donc, Quentin, tu es coordinateur des enquêtes au Tech Lab. Comme on a vu dans le documentaire, à travers le concept de low-tech, c'est le rapport des êtres humains, de nous, de la société, à la technique, à la technologie, que le Low-Tech Lab et les autres acteurs qui se revendiquent de ce concept, qui essayent de dessiner. Et donc, ma question serait pourquoi il est important de revoir un petit peu notre rapport à la technique, à la technologie aujourd'hui, et comment le Low-Tech Lab définirait cette nouvelle relation à ces objets et à ces techniques? Eh ben, bonjour à tous et toutes. Merci Florian et l'équipe du labo pour l'invitation. Pourquoi c'est important? C'est une bonne question et j'en discutais pas plus tard que ce midi, donc il faudra m'arrêter. Non, je rigole. Non, mais en fait, ce qu'on se disait pendant cette discussion, c'était que pour l'instant, on est dans un rapport, bon, en tout cas notre société occidentale, moderne, etc. Évidemment, pas toutes les sociétés et pas à l'échelle du globe. On peut se demander si la low-tech n'est pas plus proche de beaucoup de modes de vie à l'échelle du globe ou n'a pas été proche de modes de vie de nombreux millénaires avant nous. Mais en tout cas, à l'instant actuel et dans notre société occidentale moderne, on est dans un rapport à la technologie qui est que forcément, plus de technologie, plus de techniques, c'est positif. Des technologies plus poussées qui nous facilitent toujours plus la vie, etc.
c'est vraiment perçu dans notre système de valeurs comme quelque chose de souhaitable pour tout le monde. Et en fait, il se trouve que dans toute technologie, j'ai envie de dire, toute nouvelle technologie, toute innovation, le mot innovation est d'ailleurs petit à petit remplacé le mot progrès. Avant, on parlait de progrès social, etc., etc. Maintenant, on parle de il faut innover, quoi. Et donc toute innovation, effectivement, nous apporte des choses. Ce serait mentir que de dire que là, avec mon ordi, je peux pas, comment dire, contacter et communiquer avec plus de gens que je ne le faisais avant. Est-ce que c'est souhaitable? Bah, moi, de mon point de vue, pour essayer de diffuser la pensée low-tech, c'est plutôt utile. Et low-tech Lab, d'ailleurs, est un outil avant tout informatique. C'est un wiki, des tutoriels, des vidéos. Donc voilà, il y a une part d'avantage, j'ai envie de dire, ou d'augmentation du pouvoir d'agir et de coopération, de solidarité, etc., par plein de tout un tas d'innovations. Mais en fait, ce qu'on a tendance à ne pas voir, ou voir à cacher, parce que c'est quand même moins vendeur, c'est tout ce qu'on perd aussi dans toute nouvelle technologie. L'exemple le plus criant, je pense que c'est le smartphone qu'on a pour beaucoup peut-être ici, pas loin de nous, dans notre poche ou quoi. Évidemment, il nous est très utile au quotidien et on fait plein de choses avec qu'on ne faisait pas avant. Mais je pense que tout le monde peut aussi un peu témoigner que bah, c'est pas que ça lui pourrit la vie, mais voilà, l'addiction aux écrans, les uns les autres, parfois on l'a subi autant, quoi. Et donc, ce phénomène-là, je pense qu'il est construit socialement. Et le fait de concevoir toute innovation comme bénéfique, eh ben, ça a surtout un intérêt pour ceux qui produisent ces innovations et qui, en fait, ont besoin de ces innovations et de ces nouveautés, même comme à une époque, il y a eu besoin de passer du charbon au pétrole avec des nouvelles machines ou à la voiture individuelle pour tout un tas de raisons, bah, pour faire tourner, j'ai envie de dire, la machine économique et la croissance économique, etc. Et pour eux, c'est sûr que plus d'innovation, des nouvelles choses à désirer, que ce soit parce que c'est obsolète ou parce que c'est plus la mode ou parce que c'est des besoins qu'on n'avait pas encore assouvis, c'est sûr que c'est intéressant. Mais socialement, collectivement, on n'a pas du tout dans notre société l'espèce de réflexe que certaines autres sociétés ont, soit dans leur refus de certaines technologies, soit dans leur refus de certains modes de vie ou de certains modèles économiques, etc., de se poser la question avec un peu plus de recul, entre guillemets, les pour, les contre, tiens, qui est-ce qui va être favorisé, qui est-ce qui va être défavorisé, qu'est-ce qui se cache derrière cette innovation, parce que souvent, on n'en a qu'une partie visible, entre guillemets, et non pas ses chaînes de valeur, ses échelles de production, son impact environnemental, évidemment. Et voilà. Et donc, du coup, c'est Chris de Decker qui est le fondateur du Low Tech Magazine, qui est vraiment un blog, je pense, qui a été pionnier dans j'ai envie de dire, cette espèce de réinvestissement de la question de la technologie, est-ce qu'elle est bonne, etc. Ça date des années 70 pour beaucoup de penseurs, et même d'avant pour d'autres mouvements, mais en tout cas, dans notre génération, c'est plutôt lui qui a été un pionnier. Dans les années 2006-2007, il a commencé à écrire sur le sujet. Et lui, sa définition, c'est la définition, je crois même, du dictionnaire. Low-tech, c'est en gros ne pas utiliser la dernière technologie, les dernières solutions techniques, la technologie de pointe. Et ne pas utiliser la dernière technologie de pointe, ça ouvre évidemment le spectre de pouvoir utiliser toutes les autres et se poser du coup la question de qu'est-ce qu'on a envie d'utiliser. Et du coup, bah, pourquoi, enfin, donc ça c'est pour répondre à pourquoi c'est important, et quel est le phénomène qui se cache derrière un peu le tout high-tech. Et du coup, la low-tech, en ce sens-là, je pense qu'elle porte une sorte d'alternative non seulement technique, mais aussi justement de rapport à la technique, comme tu le disais, et que ce changement de rapport à la technique, je pense qu'il est clé dans la pérennité de nos sociétés, tout bêtement, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que toujours plus de technologie pour provoquer toujours plus de consommation, toujours plus de besoins auprès d'une petite partie de la planète, hein, ou même de la population française, il faut bien voir que ce n'est pas le cas de tout le monde, qui peut bénéficier de ces nouveautés. Eh ben, il est destructeur de à peu près tout, les écosystèmes, les ressources, le climat, la biodiversité, les liens sociaux, etc., etc. Même s'il apporte des bénéfices, encore une fois, je ne le questionne pas à ses usagers. Donc voilà, donc changer de rapport à la technique, voilà pourquoi je pense que c'est important. Et le rapport à la technique de la low-tech, bah, c'est juste pouvoir se poser la question de est-ce que j'ai vraiment besoin de cette nouvelle solution est-ce que c'est vraiment la façon qui me paraît, avec un peu de recul, la plus souhaitable, la plus soutenable de répondre à ce besoin si éventuellement il
nous paraît essentiel. Les besoins, on n'est pas là pour juger, nous, de dire qu'est-ce qui est un bon, un mauvais besoin, mais voilà, en tout cas, être capable de se rapproprier cette question, ne serait-ce que ça. Et la dernière question à se poser, c'est est-ce qu'avec cette solution technique, eh ben, quand on voit toutes les externalités négatives, qui est un mot un peu politiquement correct pour dire un peu tout le bordel, que provoque l'adhésion sans commune mesure et sans questionnement à des modes de vie de plus en plus matériels et technologisés, eh ben, est-ce que opter pour telle option qui serait a priori plus low-tech que ce qu'on me donne comme nouvelle technologie à souhaiter et à utiliser, eh ben, une option plus low-tech, est-ce qu'elle peut nous rendre plus autonomes et nous redonner un petit peu de maîtrise sur les systèmes, du coup, qu'on utilise au quotidien et, in fine, dont on dépend pour notre subsistance, parce que c'est un peu ça qui se joue aussi derrière. Si les systèmes qui détruisent la planète, on n'a pas de mainmise dessus et qu'on est obligé d'y adhérer, entre guillemets, on n'a pas d'alternative, on n'a pas de choix et j'ai envie de dire, on va polluer parce que malgré nous, on n'a pas d'autre endroit où aller se nourrir qu'auprès de supermarchés qui sont pas chers et parce qu'on n'a pas les moyens, ou on n'a pas d'autre choix que d'utiliser la voiture individuelle pour se déplacer dans certains contextes, etc. Et du coup, on va avoir plein d'impacts qu'on ne désire pas involontairement, mais enfin voilà, subis en tout cas. Alors que si on a une alternative, eh ben en fait, le champ des possibles se réouvre. Et c'est simplement parce on a commencé peut-être à se poser la question de est-ce que cette nouveauté technique ou est-ce que ce nouveau mode de vie vers lequel on me pousse est forcément positif pour moi et pour les autres? Et sinon, qu'est-ce qui serait positif pour moi et pour les autres comme mode de vie et comme choix technique? À partir du moment où on s'est autorisé ça, eh ben, on rouvre le champ des possibles. Et en fait, c'est plus si fataliste. C'est plus si, oh mon Dieu, on est obligé d'acheter de l'énergie à la Russie, oh mon Dieu, on est obligé d'importer le blé de je ne sais où, etc. etc. C'est plutôt, ah bah tiens, en fait, réécrivons en se rappropriant nos systèmes techniques et les, les solutions ou les réseaux ou les infrastructures dont on dépend, on se donne la possibilité de repenser un peu plus en profondeur notre société, et donc bah, après, il y a tout qui s'ouvre, quoi. Voilà, c'est peut-être déjà un peu long, Non, mais ça merci tombait à Quentin. pic comme question. Oui, et puis moi, ça me fait penser à un ouvrage aussi, comme tu parles du champ des possibles de François Jarige, qui a écrit un bouquin sur les technocritiques et qui montre que justement, à travers l'histoire, il y a toujours eu des mouvements de refus de certaines technologies et que l'histoire étant écrite par les vainqueurs, l'idée qu'il y aurait les géniaux inventeurs tournés vers le futur et d'autre côté les rabat-joie technophobes par nature, un peu conservateurs voilà, par crainte du nouveau, elle est principalement construite en fait, et qu'en fait il y a toujours eu une négociation sur quels choix techniques ont été faits et pourquoi. Et les vainqueurs sont aussi ceux qui ont pu imposer leurs choix techniques aux autres. Ah, puis le dernier exemple en date, c'est quand même le fameux épisode de la 5G et des Amish, quoi. C'est vraiment, voilà, il y a des gens qui résistent a priori à la 5G, on en voit quand même un paquet, et c'est pas juste une lubie. Et résister à une nouvelle technologie, c'est ça. Enfin, là, aujourd'hui, ça se traduit sur la controverse de la 5G. Et la réponse de notre président, c'est réélu, voilà, il va falloir y aller parce que c'est comme ça qu'on va résoudre les problèmes. C'est un mythe, c'est une pensée d'ingénieur que tout problème a une solution technique avant tout et technologique. Alors aujourd'hui, ils sont peut-être de plus en plus proches du pouvoir et donc on arrive à une pensée de gouvernance qui est une pensée d'ingénieur. Mais voilà, mais du coup, la question des Amish, elle est vraiment super intéressante. Je pense que évidemment, on a aussi une représentation écrite par je sais pas qui des Amish où bah voilà, c'est retourné à la charrue, c'est etc., etc. En soi, c'est un des rares exemples de sociétés dites modernes, en tout cas aux États-Unis, parmi, j'ai envie de dire, au cœur de la machine, quoi, qui se donne le droit de se poser la question de quelle technologie elle veut, quelle technologie elle veut pas. Et il n'y a absolument pas d'anti-technologie chez eux. C'est plutôt qu'est-ce qui va faire du bien à notre communauté ou qu'est-ce qui va lui faire du mal, entre guillemets. Et évidemment, c'est le fruit de nombreuses discussions, à chaque fois qu'il y a une nouveauté qui arrive, etc. Et quelque part, je trouve que c'est enfin, moi, je trouve que aujourd'hui, tout le discours dominant, justement, sur l'innovation, sur la Startup Nation, sur Elon Musk et les GAFA, etc., en fait, je trouve qu'on nous oblige, à tous les niveaux, à regarder dans la mauvaise direction. Et parfois, il y a des petits, justement, ah non, nous, on n'est pas l'autre bout qui sont vraiment pas les bons à regarder. Et ben en fait, ça nous donne des super bons exemples de choses desquelles s'inspirer. Je dis pas qu'il faut qu'on devienne amiche du tout,
mais j'ai encore lu il n'y a pas longtemps un texte de Hervé Kriempf qui est sur le retour à la bougie. Son bouquin s'appelle Internet ou le retour à la bougie. Et à la fin, la dernière phrase, elle est incroyable. C'est une sorte de perspective de société utopique qui, pour moi, vraiment coche toutes les cases qu'on peut souhaiter d'une société humaine, quoi. Et souvent, l'utopie, c'est un peu des travers, et là, c'est pas le cas. C'est pas une vraie utopie, c'est plutôt une espèce d'appel à l'imagination. Et il termine par dire, peut-être que pour tout ça, il faudra à des endroits des lampes à huile. Et c'est pas très très grave. Et donc je trouve que voilà, c'est typiquement exactement ce que Jarry raconte dans Technocritique. On le voit à l'œuvre aujourd'hui à la télé, quoi. Ouais, peut-être qu'il faut parfois arrêter le progrès, contrairement à l'adage. Du coup, je me tourne, vers Stéphane Pagano de d'Oikos qui va pouvoir nous présenter. Dans l'étude, qu'on a réalisée au labo et pour laquelle on a eu la chance de vous rencontrer sur, votre région lyonnaise, on a vu que l'un des besoins, à partir desquels il faut peut-être réinterroger notre rapport à la technique, aux ressources, c'est, celui de l'habiter. D'abord en construisant moins, parce qu'on consomme énormément de ressources, mais aussi de sol, et en construisant mieux, différemment en tout cas de ce qu'on fait, aujourd'hui majoritairement. Et donc là, on voit que la démarche tech, elle croise un petit peu celle de l'éco-conception. Et donc, ma question pour vous, c'est qu'est-ce que c'est que l'éco-conception? En quoi elle croise la démarche tech et comment vous, au ICOS, vous la développez sur la région lyonnaise où vous agissez? Déjà, merci pour l'invitation. Euh, c'est effectivement très chouette en fait de participer, de voir un peu ce film. Moi, je bois du petit lait hein, quand on voit un film comme ça. C'est vraiment avec tout ce qui est proposé et tout ça. L'analyse qui vient d'être faite par Quentin sur le sujet, en fait, on est en plein là-dedans. C'est-à-dire que bon, ICOS existe depuis 30 ans. Alors, juste, je voudrais rebondir et après, je veux bien, je prendrai une petite minute pour parler de ce que c'est que l'éco-construction. Mais il y a une chose qui est fondamentale et qu'on voit pendant tout le long du film et qui est, moi j'enseigne depuis plus de 10 ans en école d'archi, enfin dans plein d'endroits aussi, en dehors d'Oikos sur l'impact social, économique et environnemental de nos modes de vie et de production, de consommation et tout ça. Et j'entends souvent la question de: «Ah mais ça coûte plus cher, ah mais je sais pas quoi», enfin l'éco-construction, je parle de bâtiments, éco-conçus et tout ça, éco-construits, tout ça. Et en fait, la question qui est jamais posée, c'est déjà la question du désir. C'est-à-dire, mais est-ce que et on voit dans tout le Figaro, c'est quoi l'imaginaire qui vient avec ça? C'est-à-dire, c'est quoi, qu'est-ce qu'on désire? Qui a façonné nos désirs? Quand on en a parlé, c'est en fait ceux qui ont façonné nos désirs, c'est ceux qui ont des machines à nous vendre et des produits à nous vendre. Et aujourd'hui, les gens, ils rêvent d'un habitat moderne, enfin, entre guillemets «moderne», etc. Mais en fait, déjà, c'est aussi réinterroger nos besoins et qui les a façonnés. C'est partir de ça. Heu, j'ai coutume de dire souvent qu'en fait, on a construit tout un modèle économique en Occident qui est basé en fait sur la réponse aux besoins du haut de la pyramide de Maslow. On a complètement oublié le bas de la pyramide et du coup, on n'est même plus capable d'y répondre. Vraiment. C'est-à-dire que comme c'est dit à un moment dans le film, en France, il y a 8 semaines ou enfin, il y a 3 mois de réserve stratégique de pétrole. Si vous coupez le pétrole, vous avez plus d'agriculture, vous avez plus de transport, vous avez plus d'énergie, vous avez plus rien qui marche en fait. Tout va mourir, très rapidement. Donc c'est pas résilient. Du coup, je voudrais revenir, ça va me permettre de rebondir sur la question de qu'est-ce que c'est que la construction écologique, l'éco-construction pour nous. Bah, c'est pas remplacer un matériau qui a un très mauvais bilan environnemental ou qui se comporte mal, etc., etc., par un matériau qui est meilleur. C'est pas ça en fait. C'est pas remplacer la laine de verre ou le polystyrène par la paille. Ça passe par là, mais en fait, c'est aussi repenser. Donc il y a déjà la question de nos imaginaires, ce que je disais, mais pour pouvoir le faire, il faut repenser aussi, c'est toute la façon dont on produit l'habitat. C'est-à-dire, heu, il y a c'est comment on reconstruit un écosystème de production de notre habitat, au sens où notre biotope, à nous, c'est comme ça en tout cas que nous on le voit, heu, qui soit pas seulement sain et mieux plus respectueux de l'environnement, mais qui est aussi sain et respectueux et qui reconnaît la place de chacun dans la chaîne de valeur du bâtiment. Donc c'est une reconfiguration de la chaîne de valeur. Et notamment ça passe, et c'est là où les low-tech sont un levier puissant, ça passe par les savoir-faire, ça passe par les métiers. C'est-à-dire que dans une société où on a construit, on s'est construit, on a construit
de la très haute valeur, un modèle économique dit à très haute valeur ajoutée. On a tout délocalisé. On importe même de la pierre de Chine pour paver les rues de Toulouse. Hein, donc, si vous voulez, on va très loin dans la stupidité. Dans ce modèle-là, on a dévalorisé totalement les savoir-faire, on a totalement dévalorisé les métiers, les cultures qu'il y avait autour de comment je prends un matériau brut, comment je le transforme pour en faire quelque chose de sain, de beau, de désirable, pour fabriquer un habitat confortable et qui respecte les gens, la nature. Donc du coup, pour nous, c'est ça l'enjeu. L'enjeu, il est presque politique dans le sens noble du terme. Il est de dire comment l'éco-construction, c'est repenser la production de notre habitat sur son territoire, en lien avec son territoire. C'est reconstruire un biotope économique, social, avec des métiers, avec des chaînes de valeur qui s'appuient sur des énergies, des ressources locales, des savoir-faire locaux adaptés à la météo, aux conditions, aux ressources locales, etc. Et donc, pour ça c'est l'éco-construction telle que nous, on la conçoit depuis 30 ans. Ça fait 30 ans qu'Oikos existe. Et on est vraiment, voilà, c'est vraiment notre ADN de raisonner comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la réponse à la question. De base, qu'est-ce que l'éco-construction? Nous, au ICOS, enfin, je ne sais pas si vous voulez rebondir dessus, mais en tout cas, ouais. Allez-y, pardon, Ouais. continuez. En tout cas, voilà, nous, on essaye de faire passer ça. Et on s'adresse donc depuis maintenant plus de 10 ans, on travaille pas seulement. L'histoire d'Oikos, c'est l'histoire de gens, et c'est très parlant quand on le voit dans le documentaire. Ça commence toujours par une démarche personnelle, faire soi-même, faire par soi-même, reprendre de l'autonomie, réapprendre, et ensuite c'est réapprendre à faire ensemble, se passer les choses en open source, en atelier, etc. Et c'est vraiment comme ça qu'est né Oikos il y a 30 ans. C'est-à-dire, c'était des gens qui ont dit, mais nous, on ne veut plus construire comme ça, on ne veut plus vivre dans cet habitat-là. Comment on fait? Donc, ils se sont regroupés, ils ont créé plusieurs structures, dont une qui était la distribution de matériaux écologiques et par des achats groupés et tout ça, et l'autre qui était une association pour commencer à transmettre, à échanger autour de tout ça. Et du coup, voilà, Oikos a évolué au fur et à mesure des années, s'est professionnalisé. On fait aujourd'hui, la structure a plusieurs pôles d'activité. Elle fait de la sensibilisation auprès des scolaires, du grand public. Elle fait de l'accompagnement de professionnels, de particuliers aussi, elle les conseille. Et ensuite, elle fait de la formation, beaucoup de formation sur des choses très simples. Hein, ça va de faire ses peintures naturelles ou ses enduits, à des formations pour les professionnels, courtes, longues, etc., diplômantes pour certaines. Avec toujours cette idée, et je pense que là, il y a un sujet aussi qui est très très important, c'est qu'on vit, les industriels ne façonnent pas que nos désirs, ils façonnent aussi la norme et la réglementation. Et donc le bâtiment, pour ça, c'est vraiment le pire des endroits pour pouvoir réacquérir, reprendre son autonomie. Alors, c'est pour ça que jusqu'à présent et jusqu'à très récemment encore, la problématique, c'était plus facile pour un particulier de dire: «Bah, moi, je vais fabriquer mon poêle, je vais faire un rocket stove, je vais isoler avec de la paille», c'était très facile. Alors que pour un professionnel, acquérir des techniques low-tech et les vendre, notamment dans le bâtiment, là, ça devient le cauchemar. Enfin, ça devient le cauchemar. En tout cas, ça demande une formation particulière, et ça demande aussi des trucs et astuces. Hem, je vais prendre l'exemple des formations aujourd'hui. Nous, si on fait de la formation professionnelle, donc ce que je disais, il y a déjà toutes les formations pour les particuliers, on peut s'affranchir facilement. On fait des formations, par exemple, pour autoconstruire sa maison en ossature bois et en remplissage paille, pour faire des enduits, pour gérer en fait l'assainissement, la récupération de l'eau, de la production d'énergie autonome, etc., etc. Alors même si j'en profite pour dire, la maison autonome en énergie, c'est une aberration écologique. Il faut faire du petit collectif ou du petit village en autonomie énergétique, mais pas à l'échelle d'une maison, l'impact environnemental est catastrophique. Donc, pour les particuliers, c'est facile de se réapproprier les questions. Et on a des formations pour ça. Dès qu'on touche à de la formation professionnelle, on est obligé de former à ce que l'industrie a fait valider via la norme et les trucs. Mais on en profite quand même, toujours, pour dire, mais vous pouvez aussi, voilà, les retours d'expérience, les savoir-faire, les compétences, les chemins de traverse que vous pouvez prendre, et notamment
c'est là où c'est intéressant, c'est que aujourd'hui, il y a des pratiques qui se développent, qui sont de plus en plus importantes. C'est l'accompagnement à l'auto-réhabilitation ou l'accompagnement à l'autoconstruction, qui permettent justement aussi à des professionnels qui ont des vrais savoir-faire, des vraies compétences techniques, d'accompagner des gens sur quelque chose qui est beaucoup plus sobre et beaucoup plus résilient. Alors que c'est beaucoup plus compliqué quand on est dans une réponse. Si vous achetez une maison clé en main, vous n'allez pas trouver beaucoup d'acteurs qui vont être capables de vous faire une maison qui est en bois terre-paille, qui se chauffe avec un poêle de masse et qui a pas, Watt 1000 produits en plastique, colle, et cetera, un peu partout. Je dis pas que voilà, c'est aussi une réponse, hein. On voit par exemple dans les tiny houses qu'on peut utiliser des produits industrialisés, mais on l'a vu dans le documentaire, pour faire l'étanchéité à l'air, tout ça. Mais du coup, il y a aussi beaucoup de développement autour de nouvelles approches, de façon d'accompagner les gens qui veulent un habitat sain. Donc ça fait partie aussi des choses qu'on a mis en place dans nos formations. Heu, on pousse par exemple en ce moment, sur la métropole notamment, dans notre territoire, mais aussi sur un territoire à côté, on accompagne sur, la conception, d'écoquartiers ou de rendre la ville même, bioclimatique. Donc on participe aussi à ce type de réflexion. On est en train de pousser la question de la récupération, des urines notamment, dans la ville pour pouvoir la transformer en engrais. Donc on est en train de réfléchir et de pousser dans cette direction-là. On a des expériences en Suisse, qui sont très avancées sur ça. Bref, voilà, Oikos fait un peu tout ça. Donc on est un peu sur tous les fronts, on fait beaucoup de choses, mais en tout cas, voilà, c'est très riche et voilà, je pense qu'on est, on est parfaitement, en raccord avec tout ce qu'on a vu ce soir en termes d'approche et d'enjeux à traiter. Hem, moi, je suis arrivé en France à l'âge de 17 ans et j'ai fait des études d'architecture. J'ai été fasciné par le fait qu'on ait un modèle économique qui soit basé entièrement sur des ressources et des matières premières dont on ne dispose pas et à aucun moment, personne ne se pose la question de savoir. C'était la fin des années 80. Personne ne se pose la question de savoir, mais d'où ça vient, d'où et où ça va. Et ça fait qu'on a aujourd'hui un monde du bâtiment qui produit 270 millions de tonnes de déchets, qui consomme 720 millions de tonnes de matériaux non métalliques par an. Imaginez 720 millions de tonnes de matériaux non métalliques, plus, c'est des flux colossaux, et cetera, et cetera. Alors je suis né et j'ai grandi en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Cameroun et je suis allé au Zaïre aussi. Voilà, je suis un fils d'expat. Mais voilà, je suis arrivé en France et je me suis dit: «Mais les gens, ils appuient sur un bouton, ils ont de l'électricité, ils ouvrent un robinet, ils ont de l'eau potable dans laquelle ils font caca. Ils ouvrent un autre robinet, ils ont de l'eau chaude. Ils appuient sur un bouton, leur déchet ou leur caca et leur pipi s'en va et ils se foutent de savoir où ça va». En fait, il y a une absence de réflexion et cette absence de réflexion, c'est pas le fruit du hasard. C'est un choix qui a été fait dans les années 60 de nous emmener en fait dans une société à très haute valeur ajoutée, dans laquelle on a dit: «Ben, finalement, on va tout délocaliser et puis nous, on va faire que des services, on va tous devenir des ingénieurs, des docteurs, du marketing, et cetera et puis, on va laisser le menu, ouvriers, dévalorisés, produire» et en fait, on voit bien que ça ne marche pas et que ça ne tient pas la route. Merci beaucoup pour ce témoignage. Peut-être, vraiment enfin, je souligne, ce que vous avez dit au début sur les savoir-faire, parce que pour les détracteurs de la low-tech, il y a vraiment cette idée que la low-tech ça serait une forme de régression, on perdrait un certain nombre de choses. Alors ce qu'on voit, c'est qu'en fait la technologie elle-même a amené aussi énormément de pertes en termes de savoir-faire et qu'aujourd'hui, quand on voit dans notre étude notamment, mais ailleurs aussi, ce que la low-tech amènerait comme métier, comme nouveau métier ou même comme ancien métier qui redeviendrait entre guillemets «valide», Mmh. pertinent pour la transition. On a un champ, de création d'emplois, mais pas simplement d'emplois, y compris de métiers, de savoir-faire, de Mmh. cultiver ces savoir-faire qui est assez énorme. Et pour revenir à Jarige, encore une fois, lui aussi montrait en fait que s'il y a eu des refus aussi technologiques, c'était pas simplement par refus bête et méchant de la technologie, c'est que les gens qui ont refusé la technologie ont aussi vu la disparition de leur savoir-faire par la mécanisation, par exemple dans l'industrie du textile, de façon assez dramatique en quelques générations, quoi. Donc voilà, se poser la question de la technologie, c'est aussi se poser la question de ce qu'on fait, et des savoir-faire qu'on a envie de cultiver par rapport à d'autres. Je me tourne pour la troisième intervenant vers Antoine Schmitt, donc coordinateur du Poulpe et de la Bricolette.
va lui aussi nous présenter. Et donc là, on élargit un petit peu le scope au-delà de l'habiter. Ce qu'on voit, c'est que la low-tech, vis-à-vis de nos besoins de tous les jours, elle amène à repenser notre consommation de façon générale, à la fois en poussant au moins consommer, la fameuse sobriété dont on entend de plus en plus parler, heureusement, notamment dans le monde, il n'y a pas longtemps, et puis aussi le faire soi-même, le fait de faire ce qu'on appelle la prosommation, donc le contraire de la consommation, on fait soi-même ce dont on a besoin, on est l'acteur de la réponse à nos propres besoins. Et donc, de ce point de vue, en quoi le poulpe et la bricolette contribuent à une démarche low-tech à Paris, notamment, où elle est basée, où ils sont basés. Eh ben, bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Du coup, oui, une ressourcerie, on n'a pas inventé grand-chose, on fait de la récup et ça existe depuis toujours, en fait. Et c'est un outil pour, aujourd'hui, on l'utilise pour lutter contre la surconsommation et c'est aussi un petit peu bizarre parce que, la manière dont on redonne vie aussi aux objets, c'est, on les revend et du coup, on sollicite à la consommation aussi par cet acte-là. Et des fois, on culpabilise du coup certains usagers, leur acte d'achat parce que c'est de la récup et voilà. Mais cependant, enfin, notre grande partie du boulot, nous, c'est aussi de sensibiliser, heu, donc les habitants, nos usagers, les habitants du quartier à Paris, hein, qui est une ville, méga dense où on regorge de déchets et d'objets et c'est vrai que, nous, on essaye vraiment de revendiquer une pratique amateur de notre activité. C'est hyper important parce que, comme on le dit, les savoir-faire et les matériaux ont évolué, nous ont un peu échappé et du coup pour ça, on essaie de tous se réimpliquer. On est dans une action, voilà, associative avec du bénévolat aussi et de l'échange de pratiques et de savoir-faire, entre les personnes qui viennent et oui, du coup, voilà, cet axe-là de low-tech, c'est, oui, la récup, la réutilisation, c'est, évidemment, une démarche low-tech. Peut-être aussi pour présenter la bricolette, aussi sur l'aspect faire soi-même. Ouais, ouais, peut-être avec plaisir. Du coup, en gros, on a 2 projets. Le Poulpe, c'est une ressourcerie, voilà, qui est ouverte toute l'année, dans un quartier à Paris, un quartier populaire et la bricolette, c'est un outil de sensibilisation, du coup, qui se déplace, dans les quartiers, à Paris et en Île-de-France où on va, du coup, sensibiliser les habitants d'un quartier à qu'est-ce que c'est une ressourcerie, pourquoi c'est intéressant de consommer de façon alternative et à chaque fois qu'on vient, du coup, on propose de collecter les objets des gens en bas de chez eux, qui est un super service, mais aussi on leur propose du coup de, découvrir ou de pratiquer, au travers, d'un atelier qui peut être orienté sur de la récup, de la réparation, de vélos, d'électroménager et cetera. Parce que c'est hyper émancipateur en fait, quand on répare quelque chose et du coup ça permet, à des gens qui sont un peu mis à distance, de toutes ces politiques publiques, de pouvoir un peu se sentir, revalorisé, important et se sentir pouvoir se débrouiller et du coup, voilà ce qu'on fait, quoi. Effectivement, quand on parle aussi de revaloriser les savoir-faire, c'est pas simplement les métiers, on aura besoin de métiers, on aura besoin de professionnels qui développent des savoir-faire low-tech, mais ce qu'on voit à travers l'exemple du poulpe ou de la bricolette, c'est qu'on a aussi tout un ensemble de savoir-faire à l'échelle du tout à chacun, de tout citoyen qui peut se réapproprier aussi. Et aujourd'hui, la technologie, elle nous enferme un petit peu dans un rôle de consommateur, puisque on nous apprend dès tout petit que on a un besoin, c'est simple, il faut acheter la machine qui permet de répondre aux besoins. La plus chère et la plus technique, c'est le mieux si on peut se le permettre. Euh, et pas besoin de faire soi-même, quoi. On est d'une certaine façon un petit peu aliéné par ça. Stéphane, oui, si vous voulez, si vous voulez réagir, ensuite on ouvrira à la salle les questions. Oui, tout à fait. Je voulais juste rebondir sur ça aussi, c'est que, le message que nous, on essaie de faire passer aussi souvent, c'est que en fait, il y aura pas de transition. La transition, elle viendra pas, bon, il y a les archipels qui se créent partout, c'est la diversité, la biodiversité des activités, des modes de vie et tout ça, c'est hyper important. Mais la transition se fera pas si à un moment donné, on n'abandonne pas aussi la voie qui mène tout le monde vers l'ingénierie, le doctorat, et cetera et on remet pas pour ça les métiers, les savoirs, c'est hyper important. Il faut des gens qui fassent, qui font avec leurs mains.
il faut des CAP maçons, il faut des charpentiers, et il faut revaloriser ces métiers-là. Et ce qui est fou, c'est que aujourd'hui, vous lancez une formation de maçon conventionnelle, vous avez personne ne veut y aller. Personne ne veut faire ça. Vous lancez une formation où on fait de la pierre, de la terre, etc., mais vous faites le plein. Parce qu'il y a un désir de ça aussi dans la société. Donc il y a un vrai besoin, et là pour le coup il y a un vrai besoin, je le dis, ça c'est hyper important. En fait, il y a un tel déficit, il y a une demande aujourd'hui dans le monde de la construction et de la rénovation, notamment avec des méthodes écologiques, qui est tellement important, et on manque mais cruellement de professionnels formés, et en fait il n'y en a pas assez pour répondre. Donc, et il y a un vrai besoin. Et la transition, le bâtiment, je prêche pour ma paroisse, pardon, je finis, et puis après je pose la parole. Le bâtiment, c'est un levier colossal pour faire la transition tout de suite, avec les savoir-faire qu'on a maintenant, du bois, de la terre et de la paille. Allez, je passe. Oui, Quentin, tu voulais réagir. Et en attendant, n'hésitez pas, vous dans la salle, à lever la main comme le fait Quentin virtuellement ou, ou en réel, mais on vous verra pas forcément, ou à poser votre question via le chat. Vas-y, Quentin. Non, bah ouais, bah c'était. Enfin, moi, je connaissais que de très loin le poulpe et Oikos, donc déjà, j'étais ravi d'en apprendre plus et de voir qu'il y a autant de synergie dans ce qui nous anime, enfin, autant de convergence plutôt dans ce qu'on essaie de faire. Et je suis très fan de tout ça, enfin, c'était pour le dire. Et ouais, je voulais rebondir. C'est vrai que nous, c'est une grande question en ce moment, je pense, ou en tout cas de plus en plus, sur comment passer cette démarche-là à l'échelle. Alors évidemment, il y a le levier des imaginaires, des récits, de ce qui se cache aussi derrière ça. Évidemment, je ne sais plus qui c'est qui disait dans un article il n'y a pas longtemps, si tout ce qu'on voyait à la télé ne faisait pas que valoriser certains métiers, sous-entendu policiers, médecins, avocats, mais d'autres métiers, d'autres activités qui sont peut-être plus essentielles. Alors, je dis pas que l'avocat, c'est pas essentiel, ou que le policier n'est pas essentiel, mais en tout cas, voilà, il y a une espèce de sacralisation presque, de mythologie autour de ces métiers-là, et d'autres où c'est tout l'inverse. Et effectivement, je rejoins Stéphane sur d'autres champs, d'autres disciplines, disons. Là, nous, on avait un témoignage sur une des enquêtes qu'on a réalisées, qu'en BPREA, donc c'est le diplôme qui donne accès à la capacité agricole, apparemment, en tout cas dans les régions dans lesquelles on a été, c'est-à-dire le Nord, la région plutôt Rhône-Alpes et même PACA, disons, et, euh, et la Bretagne quand même, parce qu'on y est et que c'est un peu un sujet agriculture là-bas, et ben apparemment, grosso modo, à chaque fois les retours qu'on a, c'est que la majorité des gens qui sont en BPREA n'y vont pas pour apprendre l'agro-business, ou je sais pas comment le dire, mais l'agro-industrie et la façon de faire. Ils y vont pour avoir la capacité agricole, pour pouvoir produire de façon paysanne, je sais pas comment dire, ben voilà, en refaisant avec le vivant plutôt que contre lui, en faisant des petites surfaces, en faisant de la diversité, en faisant du rustique, etc. etc. Et, euh, et je pense que c'est assez fou. Enfin, à chaque fois, on est un peu tenté de se dire bon, finalement, on n'est pas si nombreux, c'est un peu toujours les mêmes qu'on croise, voilà, c'est une minorité, et on a beau crier, on ne sera pas entendu de beaucoup de gens. Et en fait, je pense que c'est assez dingue, ces espèces de mouvements de fond qui sont beaucoup plus invisibles que nous, qui essayons d'être visibles, entre guillemets, sur ces sujets-là. Et qui pour autant sont bien là. Alors ça ne veut pas dire qu'ils s'expriment tous, ça ne veut pas dire qu'ils sont capables de s'exprimer. Je rejoins à fond ce que tu disais, Antoine, aussi. On a perdu presque notre fonction cérébrale qui dit je peux choisir mon mode de vie, quoi, ou j'ai quelque chose à dire sur mon mode de vie. Et d'autant plus, je déteste utiliser ces mots-là, mais plus on descend dans, entre guillemets, l'échelle sociale, ou en tout cas euh, voilà, la capacité à se penser comme agissant, comme légitime, comme plein de trucs, sans parler de la distinction homme-femme là-dedans, etc. La preuve, c'est qu'on n'est pas beaucoup de femmes à parler ce soir. Et ben voilà, c'est plein de phénomènes qui font que voilà, il y a plein de gens qui ne sont même pas capables enfin, qui n'ont pas cette question possible. Ils ne se sentent pas l'assurance nécessaire ou la force, je ne sais pas comment dire, la légitimité, encore une fois, la valeur légitime pour pouvoir s'exprimer. Et pourtant, je ne sais plus quelle étude, là, en 2019 ou 2020, en tout cas avant le confinement, qui faisait état que dans la société française, comparé à l'année d'avant, donc je crois que c'était 2018, c'était tous les 2 ans qu'ils faisaient l'étude, donc à l'étude d'avant, et ben, c'était sur les choix de consommation qui changeaient, c'était ça l'étude. Et l'année d'avant, il y avait
de plus en plus de gens qui voulaient aller, enfin l'étude d'avant, pardon, de plus en plus de gens qui voulaient aller vers de la consommation responsable. Donc ça fait un peu tout et rien dire. Je rejoins aussi ce qu'a été dit Stéphane sur, c'est pas juste le fait de remplacer un méchant matériau par un gentil matériau et du coup de vendre un gentil matériau au passage, comme on l'a dit, c'est un peu le concept qui nous a amené jusqu'ici de vendre de la nouveauté tout le temps et du mieux et du machin. Donc ce qu'il faut pas, je pense, ce qu'il faut éviter, c'est que la low-tech devienne une espèce de nouvel argument marketing, ce qui a été le cas de l'éco-conception, de tout un tas de trucs. Et donc là, voilà, c'était ça, c'était consommation plus responsable. Je sais plus, il y avait 60 et quelques % de gens qui étaient enclins à aller vers ça. Et donc l'étude actualisée juste avant 2020, juste avant le confinement, elle disait que, genre renversement, ça avait fait un grand bruit auprès du bureau, du cabinet qui avait fait cette étude, plus du tout. C'est-à-dire, je sais plus, il y avait 30% des gens qui étaient prêts à aller vers des choix de consommation plus responsables. Par contre, il y avait 67% des gens audités en France qui étaient favorables à, je cite, parce que je ne veux pas à chaque fois déformer les propos, la réduction de la production de biens et services pour préserver l'environnement et le bien-être de l'humanité. Et je me dis, on a du mal à se représenter quand on écoute la télé ou quand on écoute la radio ou quoi, que 67% des Français se disent que peut-être moins consommer, ça serait pas plus mal à plein d'égards, quoi. Et je pense que la démarche low-tech, ça va aussi beaucoup là-dedans. Donc je rejoins globalement le truc, c'est qu'effectivement, c'est pas un hasard, je pense que si certaines formations du monde d'avant font plus envie, ou certains métiers du monde d'avant font plus envie, voire si beaucoup désertent à grand bruit le Big Pharma, l'agrobusiness et tout un tas de trucs, et que par contre, là où on retrouve ces valeurs-là et ces espèces de bon sens qui est souvent rapproché de la démarche low-tech, eh ben, il y a une énorme demande et un espèce de mouvement de fond un peu partout. Et le dernier truc que je voulais dire, c'était le film, pour l'avoir vu, alors pas en même temps que vous, mais il y a un peu plus de temps, euh, je voulais préciser ça. Je trouve, pour avoir justement passé du temps à enquêter auprès d'acteurs comme Oikos et Le Poulpe, etc., que comme souvent, c'est un peu comment dire, un risque quand on s'intéresse à la low-tech depuis l'extérieur, en tant que journaliste ou en tant que... c'est qu'on va aller vers ce qui se dit low-tech. Et du coup, en fait, c'est plus pour moi une étude sociologique ou un documentaire sociologique de qui sont les gens qui s'intéressent à ce point-là à la question que maintenant ils se revendiquent low-tech. Et donc ça donne à voir, bah voilà, il y a un peu presque un cliché de sociologie dans ce film, c'est pas tous les mêmes profils, mais ça se ressemble beaucoup. Et alors que je pense que, comme là on est en train de le dire, la low-tech, elle a existé bien avant qu'on lui redonne un nom, et voire même une forme de bon sens que nos grands-parents avaient, pas forcément pour dire qu'on doit revenir à comment vivaient nos grands-parents, mais en tout cas on peut retrouver ce bon sens-là, et cette capacité dont je parlais tout à l'heure à questionner un peu l'adhésion aveugle à un certain nombre de choses. Et du coup, bah, je pense que parfois cette façon d'aborder la question peut desservir un petit peu aussi la low-tech, parce qu'on s'en fait une image, du coup, je sais pas comment dire, voilà, une image de bricole, et c'est pas pour dire que la bricole c'est mal, parce que, comme on l'a dit, bricoler, c'est se approprier tout un tas de choses, et la capacité de se sentir, d'agir et de réparer et tout. Mais en tout cas, ça peut enfermer un petit peu dans une image, dans un cliché, euh, vrai ou pas, et bon ou pas. Et parfois, je pense que ça peut desservir un peu. Mais pour contrebalancer ça, je voulais proposer aux gens qui sont là de regarder à l'occasion, s'ils le peuvent, un film qui, je crois, est sur YouTube. Alors, c'est pas pour faire la pub sur YouTube, mais voilà. Il est vieux et il est disponible un peu partout, qui s'appelle L'An 01, qui est un film de tout un tas de gens, mais notamment GB, qui était un peu à l'initiative et qui en a fait d'abord tout un tas de dessins. Il y a une BD d'ailleurs qui est très très bien si vous avez l'occasion de la lire aussi. Et qui, justement, je trouve, alors c'est dans les années 70, c'est en 71, 72, et qui dit on arrête tout, on réfléchit, et c'est pas triste, c'est un peu le sous-titre du film. Et c'est vraiment une espèce de fiction un peu comédie, un peu drôle, etc. Si dans les années 70, on s'était pas dit un peu tous à un moment, mais tel jour à 15 heures, on arrête et on se pose la question de qu'est-ce qu'on reprend en fait. Et c'est ça dont je parlais, la capacité à se reposer la question de qu'est-ce qu'on veut ou pas dans notre société, et presque de faire un peu une espèce de tri ou de repartir d'une page blanche. Et je pense que ce film-là, alors, je dis pas que c'est pas un autre cliché, parce qu'évidemment, il y a des années 70, il y a plein de choses diverses et variées dedans, mais il donne à voir une complète autre, je pense, voilà, un complet autre paradigme, ou je sais pas comment dire, élément de l'imaginaire qui peut composer la diversité de ce qu'on met derrière le mot low-tech, quoi.
Et le teaser, c'est que c'est, je crois que la première performance en tant qu'acteur mince, je vais pas me rappeler de son nom, l'auteur français un peu polémique qui est maintenant en Russie, là, Depardieu. Alors, à l'époque, il doit faire 50 ou 100 kilos de moins, mais voilà. Désolé, j'étais encore long, mais je Non, sais il y pas a pas s'il y de a des souci. questions Des ou bonnes des... références. On avait quelques questions avant de passer la parole à Marie pour sa question et peut-être pour conclure aussi. Dans le chat, déjà une remarque, une personne qui n'a pas de micro, c'est low-tech. La low-tech est un outil, mais je crois que le slogan devrait être low-tech et high social human, remettre l'humain au-dessus. Cette idée, voilà, que aujourd'hui, la technique a peut-être pris le pas sur l'humain et que nos innovations sociales se sont faites au détriment d'innovations technologiques, et plutôt qu'aujourd'hui, il faudrait remettre la machine au service de l'homme et non pas l'inverse, et de la femme également. Et l'autre question, en parlant d'autres métiers, est-ce que vous connaissez des métiers comme par exemple en médecine qui réfléchissent à des techniques low-tech? Je pense notamment à certaines disciplines en médecine qui utilisent beaucoup dans nos pays industrialisés des technologies très high-tech, ophtalmologie, etc. Quentin? J'ai coupé mon micro. Si évidemment quelqu'un d'autre a quelque chose à répondre, je passe vite la parole, qu'il lève la main. Mais c'est aussi une question qu'on se pose beaucoup au Tech Lab et sur laquelle on a un petit peu avancé récemment. Enfin, en tout cas, on commence à avoir pas mal d'éléments. Déjà, il faut bien voir qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que hyper technologisé, hyper matérialisé un certain nombre de disciplines médicales, je ne sais pas comment dire, mais voilà, de branches de la médecine, et ben, ça a exactement les mêmes phénomènes qu'ailleurs, c'est-à-dire qu'on remplace de l'humain, on remplace des savoir-faire aussi, c'est des gens qui n'ont plus besoin, entre guillemets, de maîtriser finement ou même d'écouter leurs patients pour savoir quoi faire, ils ont juste appris à lire un résultat, que ce soit une radio, voire même maintenant c'est des algorithmes qui lisent pour eux les radios, donc ils n'ont plus qu'à je sais pas quoi faire. Donc je pense que ce phénomène-là, il est aussi néfaste dans la médecine qu'ailleurs, contrairement à évidemment le discours dominant qui dit oh, s'il y a bien un endroit où il faut de la high-tech partout, c'est la médecine et la santé. Et après, il y a tout un tas d'autres choses à dire là-dessus, c'est que beaucoup de ce qu'on développe aujourd'hui comme technologie médicale, etc., il n'y a qu'en France où on a aussi un peu un biais de la sécurité sociale où on croit que c'est pour tout le monde, entre guillemets. Alors, on voit l'état de l'hôpital aujourd'hui, mais voilà. Finalement, c'est beaucoup de solutions qui sont à destination d'une très, très petite partie de la population qui a les moyens, entre guillemets, de se le permettre et qui finalement est souvent une classe, je veux dire, âgée, blanche, masculine, etc., qui est en fin de vie et dont on prolonge la fin de vie par tout un tas de programmes, de systèmes, de traitements, etc. Donc je ne sais pas si cette médecine-là, elle est aussi, entre guillemets, si elle se fait au détriment, en tout cas, comme on commence à le voir d'autres, je ne sais pas si elle est aussi souhaitable que ça. Et après, la médecine, entre guillemets, low-tech ou d'autres pratiques, il y en a évidemment plein et il y en a toujours eu. Je pense que la première chose à voir, c'est que le gros des maladies qui nous tuent en France, c'est pas le Covid, c'est plutôt la pollution de l'air, ce qu'on mange, le plastique qui nous entoure partout et qui finit dans ce qu'on respire, ce qu'on mange, etc. Et du coup, c'est une question plutôt de se dire comment est-ce que je peux m'assurer de m'éloigner de ces maladies, entre guillemets, chroniques et autres, en faisant finalement attention à comment je mange, à l'exercice que je fais, etc. Et se réapproprier son corps, parce que finalement, les savoirs dont on parle, c'est des savoirs qui étaient beaucoup plus essentiels et partagés avant, mais c'était savoir comment chacun son corps fonctionne, l'écouter dans ce sens-là, et être beaucoup plus, du coup, à nouveau avoir l'assurance de s'écouter et de savoir ce qui ne va pas et d'essayer de comprendre ce qui ne va pas, évidemment avec, je ne dis pas qu'il faut s'automédicaliser, etc., sortir de tout un tas de circuits, mais en tout cas se rapproprier cette dimension-là et non pas fermer les yeux et accepter n'importe quel traitement. Et encore une fois, récemment, j'ai eu des cas qui étaient assez border. Et le dernier point que je voulais dire, c'est que dans d'autres contextes, disons, et pas que dans ce contexte, mais il y a des solutions qui sont beaucoup plus low-tech et accessibles, par exemple pour l'ophtalmologie, je pense, nous, on a fait toute une partie de nos missions dans l'Asie du Sud, et où il y a tout un tas d'exemples de santé et de dispositifs médicaux qui sont très, comment dire, accessibles au plus grand nombre, et qui sont du coup volontairement pensés pour être pas chers, faciles à installer, utiliser, etc.
et qui du coup voilà, rendent des diagnostics possibles très facilement avec très peu de choses, et je pense d'une aussi bonne qualité, ou en tout cas souhaitable pour tout le monde, plutôt qu'avec toutes nos machines chez nous. Et un exemple du coup dont je voulais parler pour terminer, désolé, c'est nous on travaille beaucoup avec un ethnopharmacologue qui est à la fois donc pharmacologue, pharmacien et anthropologue. Et il a étudié non seulement dans plusieurs pays, au Nicaragua, au Burkina Faso, à Madagascar, au Tibet, etc., les pratiques de soins, de santé, aussi les techniques, par exemple, d'accouchement. Et il y a été avec l'œil scientifique aussi, capable de dire là, il y a un principe actif, il y a quelque chose qui se passe, c'est pas l'effet placebo, entre guillemets. Et là, par contre, c'est quelque chose de beaucoup plus mystique, ou je ne le maîtrise pas en tout cas. Et parfois même de dire attention, là, c'est dangereux. Il y a beaucoup de risques qui est pris dans la pratique. Et du coup, son travail, ça a été au travers d'une association qu'il a montée qui s'appelait Jardin du Monde, qui n'existe plus trop, en tout cas qui fait plus trop la même chose maintenant, de valoriser ses savoir-faire, finalement, on dirait, médecine traditionnelle ou soins par usage de plantes et techniques simples, etc., etc. Et il l'a fait beaucoup, enfin, il est breton d'origine, et donc il l'a fait beaucoup aussi en Bretagne. Donc il a compilé tout ça sur un site qui s'appelle Ethnobotanica, avec un K à la place du A.org. Et en fait, c'est à la fois un espèce de dictionnaire botanique de toutes les plantes qu'on trouve, alors autant dans les pays tropicaux que chez nous, parce que du coup, il a été dans différents contextes. Et en même temps, pour chaque plante, où il y a une espèce de tout un tas de pratiques ou d'usages qui sont tout à fait intéressantes. Et évidemment, c'est pas avec ça qu'on va guérir d'un cancer. Enfin, en tout cas, moi, je ne le crois pas, ou je ne pense peut-être pas. Mais en tout cas, il y a plein de façon de voir la question, tiens, ça serait quoi une santé, ou voilà, une hygiène, parce que c'est avant tout ça qui a permis d'allonger la durée de vie, par exemple, plus low-tech. Et c'est pas forcément toute la partie voilà, technologisée, robotisée de la médecine aujourd'hui qui nous sauvera, entre guillemets. Ouais, c'est réflexionnant. En plus, c'est pas totalement nouveau. Moi, ça me fait penser à Ivan Illich dans les années 70, qui disait déjà que l'hôpital, comme toutes les institutions, enfin, l'hôpital avec un grand H, entre guillemets, les secteurs médicalisés, en confiant trop aux experts, finalement, la santé, il aboutit à ce que chacun s'en désintéresse à son niveau. Et on sait bien aujourd'hui que le futur de la santé, c'est peut-être un certain nombre d'innovations qui vont permettre de rendre curables des maladies qui sont aujourd'hui incurables. Mais avant tout, c'est surtout que tout un chacun mange mieux, fasse plus de sport, prenne plus soin de son corps, soit moins devant les écrans, etc., etc. C'est la prévention plutôt que la médication, quoi. Et aujourd'hui, on est piégé dans encore ce solutionnisme de j'ai mal, je vais chez le médecin, mais en fait, je me suis pas posé la question de comment j'aurais fait pour ne pas avoir mal au départ, quoi. Et pourquoi j'y vais pas. L'exemple typique, c'est les anxiolytiques. Je pense qu'il y a un truc un peu on m'a mieux vaut continuer dans le système et accepter toutes ces contraintes en compensant par voilà, je ne stresse pas, machin. Je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui en ont besoin, encore une fois, hein, c'est au cas par cas, mais c'est les médicaments qui sont les plus consommés aux États-Unis, par exemple, les anxiolytiques. Ça montre bien que c'est corrélé à quelque chose de généralisé là-bas, quoi. Ouais. Stéphane, vous vouliez réagir, j'avais vu dans les, dans les messages. Il disait que c'était après Et éventuellement. Paris, tout à l'heure, qui voulait parler, en fait, on a fini par perdre. Ouais, mais c'est vraiment sur une autre question, donc je ne veux pas vous interrompre si c'est directement en lien avec ce qui vient d'être réalisé, Stéphane. Non, allez-y. Moi, j'avais une question plutôt sur. Je crois qu'il n'y en a plus dans le chat de nouvelles, mais moi, j'avais une question plutôt sur les aspects économiques, parce que vous avez tous les trois, à votre manière, abordé les questions économiques, micro ou macroéconomiques. Le lien avec la dépendance aux normes aussi, et au modèle économique dominant, on va dire. Alors, ça rapproche plein d'autres sujets qu'on ne connaît pas trop mal au labo, comme notamment celui des circuits courts, etc., celui des filières aussi. Et je voulais vous poser cette question: comment vous abordez cette réflexion ou ces actions sur le plan économique, y compris sur le plan macroéconomique? Parce qu'arriver à prouver, même si voilà, c'est peut-être une nouvelle fois rentrer dans un cadre libéral, mais arriver à prouver qu'il y a des filières low-tech qui tiennent debout, je ne dis pas qu'elles sont rentables forcément, mais qui tiennent debout
et qui peuvent procurer des emplois, qui peuvent voilà, tenir la route d'un point de vue d'une économie non capitalistique, voire sociale et solidaire, parce qu'on est quand même au labo de l'ESS, ça nous intéresse. Est-ce que c'est pas une manière aussi d'aborder les choses et de cranter un peu le développement de la low-tech? Voilà, et c'est une question qui nous intéresse parce qu'en fait, on n'a pas forcément, nous, dans l'étude, on a cherché à croiser ces enjeux d'acteurs de l'ESS et d'acteurs de la low-tech, et les uns et les autres ne se revendiquent pas forcément des deux champs d'action. Je peux juste placer le sujet enfin, sur ce sujet-là, le fait qu'avec les enquêtes du Low-Tech Lab, c'est vraiment la question qu'on a essayé de creuser, la question socio-économique, la question des métiers, des filières, etc. Et aujourd'hui, on arrive au bouclage du projet et on a plutôt un constat qui est que, je ne sais pas si Stéphane va aller dans mon sens, mais quelque part, revenir justement à une forme d'artisanat, à des filières locales, et où c'est pas forcément génial, tel industriel selon la low-tech va pouvoir employer 100 000 personnes, ou je sais pas comment dire, telle collectivité va ouvrir je sais pas combien d'emplois à l'échelle de ça. Ça serait possible, ça serait peut-être souhaitable, au moins au sein des collectivités, parce que je suis convaincu que viser l'utilité, le durable, l'accessible, c'est presque une mission de service public, concrètement. Mais je pense que vraiment, s'il y a bien des typologies d'acteurs qu'on a identifiées clairement, c'est que l'échelle artisanale, elle est pertinente, et on fait difficilement plus pertinent que cette échelle-là, parce qu'elle reboucle tout ce qu'on a listé avant, hein, et que voilà. Maintenant, ça ne veut pas du tout dire qu'on l'a fait tout seul, forcément. Il y a des coopératives d'artisans, il y en a plein. Elles sont assez fascinantes dans leur modèle de fonctionnement, et elles embauchent probablement plus que les industriels du BTP aujourd'hui, pour rester là-dessus. Mais je pense à des coopératives d'artisans aussi sur le volet alimentaire, sur le volet de la mobilité, de tout un tas de trucs. Les coopératives de coursiers, plutôt qu'autre chose, c'est souvent un rapport à l'objet qui est très différent de quand on est chez Deliveroo ou chez Uber Eats. Et évidemment, un rapport à l'humain aussi. Et après, il y a une échelle au-dessus qui est super intéressante, qui est celle de justement favoriser la dissémination et l'émergence de ces filières artisanales. Et là, il y a des acteurs que nous, on a pu rencontrer, qu'on a pu rencontrer, qui ont des antennes un peu partout, ou sont en train de développer des antennes un peu partout, qui font de la formation, qui font de l'open source, de la documentation, qui font du plaidoyer, parce qu'on ne l'a pas forcément dit, mais changer de modèle de société, ça ne se fait pas, entre guillemets, dans son salon, ni dans son champ, ni je ne sais quoi. Ça se fait aussi collectivement et politiquement. L'exemple de l'atelier paysan est assez, je pense, éclairant là-dessus. Ils ont proposé des alternatives low-tech ô combien pertinentes et avec une cohérence qui est difficilement atteinte par qui que ce soit d'autre dans le milieu pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, ils se sont rendus compte qu'ils avaient pesé en rien dans la balance agroalimentaire française, voire que allez, les 2000 paysans qui sont formés grâce à eux ont arrêté de résister, entre guillemets, au modèle dominant parce qu'ils ont trouvé une alternative avec l'atelier paysan. Donc c'est presque un constat d'échec. Alors c'est très froid et lucide et un peu dur à dire comme ça, mais du coup ils se sont dit, non, on continue, on fait aussi la formation à l'installation pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'installent, c'est bien le sujet, plus de gens qui se mettent à reprendre en charge des métiers essentiels et, comme on le disait, revaloriser des choses qui sont dévalorisées aujourd'hui. Donc il faut des gens qui se lancent, qui se reconvertissent, etc. Mais aussi, voilà, comment est-ce qu'on fait, on peut s'appuyer sur des fédérations, sur des acteurs à une échelle un petit peu au-dessus, qui sont capables de porter notre voix et d'essayer de peser face aux industriels qui écrivent des normes ou d'autres personnes qui n'ont pas intérêt à ce que ces filières-là émergent, ou qui n'ont pas intérêt à ce qu'on retrouve une forme d'autonomie dans l'absolu. Désolé, j'ai encore été long, mais Stéphane, je suis curieux de savoir ce que tu allais en dire. Alors, oui, très brièvement, je vais essayer d'être très bref plutôt. Il y a eu plein d'études en fait sur la partie, j'ai pas les chiffres en tête, je suis désolé, mais il y a eu plein d'études qui ont été faites sur des scénarios, je parle sur la partie transition énergétique, et notamment en partant du principe qu'il y aurait un développement. En gros, l'ADEME dit que, je crois, si on veut atteindre les objectifs de 2050, il faut créer 165 000 entreprises artisanales d'ici 2030, ce qui est colossal. Donc ça vous donne un peu la... Juste pour répondre aux besoins de la rénovation énergétique du bâtiment, on ne parle même pas de... Là, on est en laine de verre polystyrène, mais si c'était encore plus avec des matériaux low-tech et locaux, ça serait encore mieux. Et installer 1 million de paysans. Voilà. Donc en fait, il y a tous ces enjeux-là. Donc on sait en fait que si on réoriente
j'ai envie de faire un parallèle, et puis je passerai la main là-dessus, mais j'ai envie de faire un parallèle avec les études qui ont été faites par... parce que des études, il y en a, hein, je peux vous en donner, voilà. Scénario After 2050, enfin, il y en a plein. Juste, il y a une étude qui a été faite en Angleterre par rapport aux métiers qui sont liés à l'utilité sociale. Et moi, je pense que les métiers low-tech qui répondent à nos besoins fondamentaux, ils ont une utilité sociale, de même que ceux qui sont concernant les soins, etc., l'éducation. On est au même niveau de réponse aux besoins, hein. On est en bas de la pyramide de Maslow. On est vraiment sur manger, avoir un habitat, se déplacer, prendre soin, se soigner les uns les autres. Et l'éducation, on est vraiment sur les éléments de base. Et en fait, juste, c'est une étude qui a été faite par la New Economic Foundation. En fait, d'après leurs calculs, un employé de crèche, par le temps libéré pour les parents, rend à la société 9,43 fois ce qu'il perçoit en salaire. 9,43 fois. Ça va vous lui donner 1 euro, il rend à la société l'équivalent de 9 euros. Et en fait, des études comme ça, il y en a plein. Donc en fait, des études économiques et socio-économiques sur ces questions-là, il y en a plein. C'est juste que, comme on a mis fin à la dispute en économie dans les grandes institutions, je suis passé par là à un moment donné dans mon parcours professionnel, école de commerce et de management, etc. Donc, voilà, c'est mon parcours, je suis passé par là. Donc j'ai étudié l'économie et tout ça. Et en fait, quand on est parti sur c'est TINA, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'alternative, c'est rentrer dans la fabrique des élites entre guillemets. Et du coup, on a oublié la dispute et l'intérêt, l'utilité sociale des métiers fondamentaux qui répondent aux besoins fondamentaux. Alors, et je conclurai sur un truc. Pour moi, il y a un levier que je fais passer maintenant systématiquement dans tous mes cours et dans toutes mes interventions partout. Donc, je le place et puis après, je lâcherai la parole. C'est la déconstruction de nos modèles de pensée. Et dans la déconstruction de nos modèles de pensée, il y a c'est l'écoféminisme en fait. C'est dommage que soit moi qui le dise, j'aurais préféré que ce soit une femme qui en parle. Mais c'est un vrai enjeu, c'est-à-dire que le modèle de pensée et le modèle économique de prédation, d'exploitation de la ressource humaine, matérielle de la planète, c'est le même modèle qui opprime les femmes, qui opprime... voilà. Donc, plus de femmes, ça commence par là, en fait. Le changement, il commence par là. Plus de femmes. Levier génial. Merci. Marie, peut-être si tu veux passer à la conclusion, on a déjà dépassé de 20 minutes, mais je vois qu'on a encore des participants, donc c'est qu'on a épuisé personne. C'est bon signe, ou alors on s'est dormi, je ne sais pas. Mais vous êtes des intervenants passionnants et on est passionnés par la low-tech, donc ça peut durer des heures. On fera un hackathon de nuit une fois. Non, mais simplement, donc pour conclure, je vous remercie beaucoup tous les trois. Et merci à Florian et à toute l'équipe du labo qui a organisé cette soirée de ciné-débat. Je vous invite, je crois, on l'avait mis en tout début de la conversation dans cette visio, à regarder les travaux du labo sur la low-tech. Vous y trouverez d'autres initiatives qu'on présente à la fois dans le rapport d'études, le guide pratique qui a été plutôt construit à destination des agents et des élus des villes et agglomérations dans lesquelles on a travaillé. Le résumé de l'étude si vous avez envie d'un petit apéritif avant de démarrer. Et puis, il y a même un podcast pour celles et ceux qui préféreraient une version un peu différente et mobile du sujet qui est disponible sur le site du labo en téléchargement, le tout gratuitement évidemment. Voilà, et je vous invite à vous inscrire à la newsletter du labo si vous voulez suivre la prochaine soirée de ciné-débat qui aura lieu probablement à la rentrée. Voilà. Merci à vous et bonne fin de soirée. Merci à vous trois et à toi, Marie. Merci, c'était très intéressant, passionnant. Il y a beaucoup Merci, à faire. Merci à vous. Et bonne soirée. Alors, je le dis pour celles et ceux qui sont encore là, on est en train de créer un projet de campus où il y a toutes ces questions-là sur la métropole de Lyon. Donc, on cherche des partenaires. Moi, je note. Ouais, je vois juste maintenant que l'un des réalisateurs est dans Mais oui. et dans la salle. On avait proposé effectivement, mais on nous avait dit que c'était pas possible au vu des décalages horaires de nos grands voyageurs. Merci Esteban d'être présent et merci pour ce document.
Merci Esteban aussi, ouais. Merci beaucoup à vous. Oui, j'ai pu me libérer enfin, finalement. Et merci pour ce format. C'était vraiment très intéressant à suivre et à voir. Merci, merci. Et on te souhaite une bonne journée, en fait, c'est ça? C'est ça, moi, il est 17h là chez moi. Ah ouais, bah, bonne soirée alors. Ça va. Merci et bonne nuit à vous. Je sais pas s'il y a encore beaucoup de gens, mais pour ceux qui sont encore là, je ne l'ai peut-être pas dit, mais il y a le festival de Lotec cet été, du 25 juin au 3 juillet. On montrera beaucoup de choses qu'on a pu découvrir pendant ces 6 ans d'exploration, d'expérimentation. Et voilà, je ne sais pas s'il y en a qui sont en Bretagne à cette période-là et qui pourraient passer parmi les gens. Faites-le, c'est grand public, ouvert pendant 10 jours sur le port de Concarneau. Et on relaiera dans la news du labo. Top, merci beaucoup. Bah, moi aussi, j'ai une annonce du coup aussi. Ah bah allez-y, allez-y. Samedi, c'est l'anniversaire d'Oikos, les 30 ans d'Oikos, les 20 ans Wow. d'Anthropologia, qui est une association, donc si vous êtes dans le secteur lyonnais, qui est une association avec laquelle on partage beaucoup de valeurs et qui est notamment sur la protection de la biodiversité, qui est une référence sur la protection de la biodiversité. Donc nous, on fête nos 30 ans, eux, ils fêtent leurs 20 ans, et on fête les 10 ans de l'écocentre dans lequel on se trouve. Voilà, c'est samedi, c'est dans l'ouest lyonnais, c'est la Tour de Salvani. S'il y en a qui sont pas trop loin, ils seront les bienvenus.